Bonjour à tous et je suis très très sincèrement honoré d'être votre invité pour cette journée d'onco-urologie. Je tiens à vous remercier pour cette invitation. Je suis particulièrement heureux de participer à l'amitié qui lie votre association marocaine d'urologie à notre association française d'urologie. Je remercie le professeur Fournier de m'avoir permis de me mettre en relation avec vous pour participer à ce symposium et pouvoir vous donner la vision qui est la nôtre au sein de l'Association française d'urologie sur la place de l'hormonothérapie. Je vais donc partager mon écran. Je vous demanderai de me confirmer que vous voyez bien les slides qui apparaissent normalement maintenant. Oui, Est-ce que vous pouvez me confirmer que on les slides passent bien? Oui, C'est parfait. Bah, écoutez, je vous remercie. Donc, je suis le professeur Romain Mathieu, je suis urologue. Je travaille dans le service d'urologie du CHU de Rennes, où je suis responsable de la pathologie prostatique dans son développement, à la fois, on va dire, prise en charge diagnostique, mais aussi prise en charge thérapeutique, que ce soit pour la chirurgie, que ce soit pour le développement des thérapies mini-invasives et également pour la prise en charge médicale en partenariat avec mes collègues radiothérapeutes et mes collègues oncologues. Et je suis ravi donc d'être avec vous aujourd'hui. Je suis ravi de voir la qualité des échanges qui ont pu être présents durant toute la matinée, puisque je me suis connecté et j'étais un peu tel l'œil de Moscou avec vous juste avant, et j'étais particulièrement intéressé des échanges qui ont été les vôtres. Et j'ai beaucoup appris et je vous en remercie. Donc nous, aujourd'hui, on va pouvoir rediscuter au sein de ce symposium de la place de l'hormonothérapie, sa place dans l'histoire finalement du cancer de la prostate. Voici mes liens d'intérêt. L'histoire du cancer de la prostate qu'on connaît tous, une histoire naturelle qui a été très bien décrite depuis de très nombreuses années. On la connaît, on va passer sur de nombreuses années d'un cancer localisé, un cancer métastatique, puis résistant à la castration après la mise en place de l'hormonothérapie. Et c'est bien ce cancer de prostate métastatique qui est responsable du décès de nos patients. Alors, on peut le voir comme tel, et puis on peut se dire que nous aussi, on est particulièrement acteurs de cette prise en charge, de cette histoire, et on va agir finalement dans une histoire qui est pleine de rebondissements, où on va tous chercher, urologues, oncologues, radiothérapeutes, à diminuer l'activité tumorale, et finalement, on va faire de cette histoire une histoire pleine de rebondissements, avec différents terrains. Différents terrains, pourquoi? Parce qu'on va à la fois avoir des patients qui sont des patients qui vont être avec une maladie localisée quand on va les diagnostiquer. D'autres vont être des patients avec qui on a une maladie métastatique d'emblée, que l'on va diagnostiquer d'emblée avec des PSA très élevés et une maladie métastatique parfois très importante. Et puis, il y a aussi ces patients que l'on va suivre tout au long de leur histoire avec des récidives et on va essayer d'agir de différentes manières. Et dans cette histoire, il y a un acteur qui est un acteur que vous connaissez tous, que vous utilisez tous depuis des années, qui est l'acteur principal finalement, qui est l'hormonothérapie. Et l'hormonothérapie de première génération, que ce soit les analogues de la LHRH ou que ce soit les antagonistes de la LHRH, puisque finalement, on va les utiliser et on va les utiliser de façon importante tout au long de la maladie, on va revenir, mais vous allez me dire, est-ce que les choses changent pour cette hormonothérapie de première génération? Eh bien oui, les choses évoluent, et pas forcément avec de nouvelles hormonothérapies, mais bien avec cette hormonothérapie de première génération. Pourquoi? Parce que je vous rappelle l'arrivée, j'espère progressive mais rapide, de nouvelles molécules de première génération telles que le Relugolix, qui est un antagoniste par voie orale de la LHRH, qui a montré son efficacité et dont les premiers résultats ont été présentés à l'ASCO en 2020 et ont ensuite été publiés. Vous avez ici cet essai qui a montré l'efficacité du Relugolix, qui est donc un antagoniste par voie orale, en comparaison de l'acétate de leuprolide. Eh bien, les résultats sont probants en termes d'efficacité de castration pour cette forme orale d'antagoniste. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va obtenir une suppression de la testostérone rapide, comme les voies injectables, et on va avoir par contre, ce qui est très intéressant, une diminution
des effets cardiovasculaires associés à l'hormonothérapie standard avec ce type de molécule. Donc, on n'en a pas fini de l'hormonothérapie de première génération, on n'a pas fini de voir les choses évoluer puisque très probablement, ce médicament sera également un nouvel acteur dans les hormonothérapies de première génération. Mais aujourd'hui, on va surtout discuter de l'hormonothérapie telle qu'elle sait aujourd'hui se mettre en place, c'est-à-dire elle sait s'entourer. Elle sait s'entourer, cette hormonothérapie, parce que depuis de très nombreuses années, on a montré qu'en association avec d'autres molécules, avec d'autres techniques, elle permettait de mieux prendre en charge nos patients. Donc aujourd'hui, l'histoire de l'hormonothérapie, c'est comment la mettre en synergie avec d'autres molécules. Parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même l'acteur principal, je vous l'ai dit, tout au long de la maladie. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir s'en servir à la fois au stade localisé, hormonosensible, non métastatique. On va s'en servir bien sûr au stade métastatique hormonosensible et on va encore s'en servir au stade résistant à la castration. Donc, c'est bien un des piliers de notre prise en charge thérapeutique. Alors, au stade localisé, quand est-ce qu'on va s'en servir? Permettez-moi de vous rappeler que l'hormonothérapie, c'est une histoire de chirurgien. C'est une histoire de chirurgien, pourquoi? Parce que Charles Huggins a eu son prix Nobel et il était bien chirurgien. Chirurgien qui, dans les années 60, a montré l'intérêt d'une castration efficace dans la prise en charge des cancers de la prostate. Donc, le chirurgien a tout à fait sa place dans la prise en charge médicale du cancer de la prostate et la mise en place de l'hormonothérapie. Pourtant, si c'est une histoire de chirurgien, c'est aujourd'hui une histoire qui s'écrit sans la chirurgie, puisqu'en effet, aujourd'hui, il n'y a pas de place à l'association hormonothérapie et chirurgie dans le cancer de la prostate localisé. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'études qui ont été réalisées dans le domaine du cancer de prostate localisé, associant des analogues de la LHRH notamment, avec la prostatectomie. Pourtant, ces études, si elles ont montré éventuellement un intérêt en termes de diminution des marges positives, on a actuellement peu de données pour justifier son utilisation avec des résultats oncologiques forts à long terme. Par contre, les choses évoluent. Elles évoluent puisque aujourd'hui, on a des essais en cours en néoadjuvant avec l'hormonothérapie de première génération associée le plus souvent à des hormonothérapies de nouvelle génération. Donc, les choses évoluent, mais on est encore dans le domaine de l'essai thérapeutique. Et aujourd'hui, on a en effet des résultats avec des essais qui sont en cours. Vous voyez ici de nombreux essais en cours avec hormonothérapie de nouvelle génération associée à la prostatectomie. Et les premiers résultats sortent, et vous avez notamment ici ces résultats présentés à l'ASCO 2020, qui nous montrent qu'en termes de réponse pathologique, les hormonothérapies de nouvelle génération nous permettent d'avoir des réponses pathologiques intéressantes. Ici, l'hormonothérapie de nouvelle génération permet d'avoir dans près de 10 à 16% des cas l'absence de tumeur sur la pièce de prostatectomie après un traitement par hormonothérapie de nouvelle génération. Donc, on a du YPT0N0 sur des pièces de prostatectomie avec curage après hormonothérapie de nouvelle génération, ce qui est quand même assez intéressant, assez emballant pour l'avenir. Alors, ça reste de la réponse pathologique, ça reste des réponses histologiques, et il nous faut plus de data. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des essais en cours, et là, je vous présente un essai auquel je participe, qui est l'essai Proteus, qui a pour objectif d'explorer la place de la palutamide en association avec une hormonothérapie standard 6 mois avant la chirurgie de prostatectomie et 6 mois après la chirurgie de prostatectomie dans le cadre de patients avec un cancer de prostate de haut risque. Mais encore une fois, on est dans le domaine de l'essai. Et la place de l'hormonothérapie dans la chirurgie ou avec la chirurgie, c'est après la chirurgie. Pas de place avant, pas de place pendant, mais éventuellement une place après, notamment pour les patients qui sont PN+, depuis cette étude que vous connaissez tous, qui est l'étude de Messing, qui avait montré un intérêt à mettre en place une hormonothérapie pour les patients avec un cancer de la prostate traité par chirurgie, mais N+, sur le curage, avec une survie globale. Ce qui est intéressant également, c'est de voir la place de l'hormonothérapie en association avec la radiothérapie après chirurgie en cas de récidive biologique, puisque vous avez ici 2 essais
un essai européen, l'essai AFUG-ETUC16, et un essai américain, l'essai RTOG, qui ont associé en cas de récidive biologique une hormonothérapie à l'irradiation de la loge de prostatectomie que l'on fait largement. Et on montre que l'association d'analogues pour 6 mois, avec cette irradiation de la loge de prostatectomie, eh bien, on fait mieux. On fait mieux puisqu'on augmente finalement la survie sans récidive. De la même manière, dans l'essai américain qui, lui, utilisait du bicalutamide pendant 2 ans, eh bien, on avait également une amélioration là de la survie globale. Donc, ce qui nous a poussé en 2018 dans les recommandations à dire qu'il y a un intérêt à associer l'hormonothérapie à l'irradiation de la loge de prostatectomie en cas de récidive biologique pour des formes à haut risque. Format haut risque, c'est-à-dire avec un doubling time du PSA court, un score de Gleason sur la pièce de prostatectomie qui était élevé et un taux de PSA qui est un taux de PSA supérieur ou égal à 0,7. Or, on sait que aujourd'hui, on essaye de faire l'irradiation quand même beaucoup plus tôt. Mais gardons en tête qu'il y a une place à l'association à l'hormonothérapie, à l'association avec l'irradiation de la loge de prostatectomie pour l'hormonothérapie. Mais bien évidemment, aujourd'hui, la place de l'hormonothérapie, c'est bien en association, en cas de maladie localisée, avec la radiothérapie, puisque les deux font un duo d'acteurs particulièrement efficace, qui est recommandé à la fois pour les risques intermédiaires, les hauts risques et les maladies localement avancées, telles que vous voyez ici pour les recommandations de l'EAU. Mais attention, il me paraît important ici de bien cibler les patients qui vont bénéficier de cette hormonothérapie associée à la radiothérapie. Nul doute que l'hormonoradiothérapie 3 ans pour les hauts risques est efficace. Ça a été prouvé avec les essais de Bola depuis longtemps et on le fait tous. Mais pour les intermédiaires, il est intéressant de revenir sur les données de la littérature pour savoir que ce n'est peut-être pas tous les intermédiaires qui vont bénéficier de cette hormonothérapie courte de 6 mois que l'on fait volontiers avec la radiothérapie. Pourquoi? Parce que vous avez ici les essais du RTOG, les essais d'Amico, qui ont prouvé l'efficacité de l'hormonothérapie courte en association avec la radiothérapie pour les intermédiaires. Et on oublie souvent qu'il y a eu des études post-hoc qui ont montré que ce bénéfice n'est peut-être pas si évident que ça si les patients ont des antécédents cardiovasculaires. Donc, faire attention pour les patients de risque intermédiaire, ceux qui ont des antécédents cardiovasculaires, peut-être, s'ils sont irradiés, ne bénéficient pas d'une association avec une hormonothérapie 6 mois. Et donc, ça, c'est important à regarder. De la même manière, les essais et les études qui ont été menées par la suite, et notamment cette étude de Zoomsteg, nous montrent que probablement les intermédiaires favorables, ceux qui sont définis par un Gleason 7, 3+4, moins de 50% des biopsies positives et un seul facteur sur les critères de D'Amico pour les définir comme intermédiaires, eh bien ces intermédiaires favorables, probablement, ne bénéficient pas non plus de l'hormonothérapie courte. Et ça, il faut le garder en tête. Si on va pouvoir éventuellement, et on va en reparler, intensifier l'hormonothérapie en association avec la radiothérapie à l'avenir, il faut peut-être penser à la désescalade chez les intermédiaires. Mais à l'inverse, en effet, l'hormonothérapie s'écrit peut-être avec un trio d'acteurs pour les très hauts risques depuis cette année, puisque nous avons eu les résultats de l'essai STAMPED. Et l'essai STAMPED, c'est quoi? Eh bien, c'est, vous le savez, ces bras, multibras, cette étude qui nous permet de répondre à de très nombreuses questions. Eh bien, encore une fois, STAMPED nous permet de réfléchir à la place de l'hormonothérapie intensifiée, c'est-à-dire hormonothérapie de première génération plus acétate d'abiraterone, en association éventuellement avec la radiothérapie prostatique pour les patients M0 avec la présence de ganglions ou au moins 2 parmi les 3 caractéristiques suivantes, une tumeur T3 ou T4, un score de Gleason supérieur ou égal à 8 et un PSA supérieur à 40, si vous aviez dans ces 3 critères 2 critères, est-ce qu'il y avait un intérêt à associer à l'hormonothérapie standard de l'abiraterone en plus de l'irradiation? Eh bien, la réponse nous a été livrée cette année à l'ESMO 2021. Oui, nous avons un intérêt à intensifier ces patients de très haut risque
puisque l'on va augmenter la survie sans métastase, mais on va également augmenter la survie globale de ces patients. Donc oui à l'intensification des très hauts risques par l'acétate d'abiraterone. Ça, c'est une des informations majeures de l'ESMO 2021, publiée récemment dans le Lancet. Probablement que l'abiraterone, c'est ce que l'on va utiliser dès maintenant avec l'hormonothérapie de première génération dans cette situation-là, mais peut-être qu'on aura d'autres molécules à l'avenir, puisqu'il y a des essais assez comparables qui sont en cours, notamment avec le darolutamide ou encore avec l'enzalutamide. Et il y a même des essais actuellement en cours avec la chimiothérapie pour répondre à cette question. Mais aujourd'hui, bien évidemment, l'hormonothérapie de première génération, en association avec une hormonothérapie de nouvelle génération, a trouvé sa place dans la maladie métastatique. Et je me permets donc de revenir dans la maladie métastatique hormonosensible avec ces nouveaux talents qui comportent bien évidemment pas que de l'hormonothérapie de nouvelle génération. Il y a la chimiothérapie, le docétaxel, sur lequel on reviendra également. Il y a également la radiothérapie, on en a parlé dans la communication juste avant, avec l'intérêt d'une irradiation de la prostate en cas de maladie métastatique, mais encore, et comme ça a été très bien dit, pour une maladie oligométastatique, c'est-à-dire moins de 5 métastases. Et puis également l'intérêt, bien sûr, des hormonothérapies de nouvelle génération qui ont trouvé toute leur place à travers des essais bien conduits, des essais randomisés de phase 3. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que, quelle que soit finalement l'hormonothérapie de nouvelle génération associée à l'hormonothérapie de première génération en cas de cancer de prostate métastatique hormonosensible, eh bien, nous avons un gain en termes de survie globale qui est très important, supérieur à plus de 30% dans la majorité des cas. Et donc, ça veut dire aujourd'hui qu'en effet, l'intensification est devenue le standard pour les patients avec un cancer de prostate métastatique hormonosensible. Simplement, ça pose des questions en termes de prescription. Ça pose aussi la question de quelle association je dois privilégier, quelle combinaison je dois privilégier, et ça pose la question ultérieure des séquences, et on y reviendra. Et dans ces règles de prescription, eh bien, je crois qu'il faut réfléchir sous deux angles. L'angle du cancer et l'angle du patient. L'angle du cancer, pourquoi? Parce que le cancer, il n'est pas le même chez tous les patients. Et on sait aujourd'hui qu'il est important de le stratifier en haut risque, haut volume, comparé à bas risque, bas volume. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les mêmes patients, ce ne sont pas les mêmes évolutions. Les hauts risques, haut volume vont très vite évoluer et ils ont forcément un pronostic beaucoup plus grave. Et vous avez ici les définitions telles qu'elles ont été définies donc dans les études Chartide ou Latitude, avec une concordance entre le risque et le volume de près de 80% qui nous permet de parler finalement toujours des mêmes patients quand on parle des hauts risques, hauts volumes. Et puis, il est aussi important de caractériser nos patients en fonction du traitement ou non de la tumeur primitive dans l'histoire du patient. Un patient qui a été traité 4 ou 5 ans avant par prostatectomie, ce n'est pas le même que celui qui arrive métastatique d'emblée avec une grosse charge tumorale. L'évolution n'est pas la même, le pronostic n'est pas le même et il faut savoir faire la différence entre le métachrone, celui qui a été traité il y a quelques années, soit par radiothérapie, soit par prostatectomie, qui aura un meilleur avenir quand il est diagnostiqué métastatique par la suite, de celui qui est diagnostiqué d'emblée synchrone, métastatique d'emblée, qui a un pronostic bien plus péjoratif. Et pourquoi définir ces différents cancers est important? Parce que dans les études n'ont pas inclus les mêmes types de cancers. Et donc aujourd'hui, préconiser les prescriptions d'une hormonothérapie, d'une chimiothérapie en fonction du cancer, c'est également important puisque si on veut rester sur les bases des études, il faut savoir que les études que je vous présente ici n'ont pas inclus toujours les mêmes malades. Il y avait des études où il n'y avait que du de novo, c'est-à-dire du synchrone. Il y avait des études où il n'y avait que très peu de faible risque ou de haut risque, à l'inverse. Donc, tout ça est à savoir pour connaître un petit peu le pourquoi des recommandations. Et des recommandations qui ont été celles du CCAFU,
du comité de cancérologie de l'AFU qui s'est basé justement sur le type de cancer inclus dans ces études pour faire ces recommandations basées sur les preuves. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, en effet, on ne préconise pas n'importe quelle hormonothérapie de nouvelle génération pour n'importe quel patient. On ne préconise pas de la chimiothérapie pour tous les patients. Pourquoi? Parce que, en effet, au vu des données de la littérature, eh bien, pour le haut volume, haut risque, il nous est apparu que seuls avaient prouvé leur efficacité le docétaxel, l'acétate d'abiraterone, l'enzalutamide et la palutamide. À l'inverse, dans les bas volumes, bas risque synchrones, aujourd'hui, on n'avait pas un niveau de preuve suffisant, notamment par les études en sous-groupe, pour recommander l'utilisation de la chimiothérapie. Par contre, on estime que dans cette situation-là, les hormonothérapies de nouvelle génération, acétate d'abiraterone, enzalutamide ou apalutamide, avaient en effet fait leur preuve de leur efficacité. De la même manière, quand on parle de métastatique métachrone, comme on en a parlé tout à l'heure, eh bien, seules 2 molécules, de notre point de vue, avaient montré leur efficacité, puisque ce sont les études Archies, Enzamet et Titan qui avaient beaucoup inclus, beaucoup plus que les autres, des métachrones, qui nous ont fait justifier l'hormonothérapie intensifiée par ces 2 molécules, l'enzalutamide et la palutamide, en situation métachrone. Et vous allez me dire, bah oui, mais qu'en est-il en 2022 avec l'arrivée de PIS1? Alors, on va formuler les nouvelles recommandations avec le CCAFU dans les mois à venir et vous les aurez pour le prochain congrès français d'urologie. Donc, on commence à y réfléchir. Et on a donc repris les données présentées par Karim Fizazi à l'ESMO 2021, ces données qui ont été discutées en partie tout à l'heure pour répondre notamment à la place de la radiothérapie locale et de la radiothérapie locale en association avec la biratérone. Pour l'instant, on n'a pas la réponse pour ces bras-là. La réponse que l'on a aujourd'hui, c'est pour 2 bras. 2 bras, celui du standard of care, c'est-à-dire hormonothérapie, mais également hormonothérapie plus chimiothérapie, parce que dans l'essai PIS1, il y a eu des patients qui ont été inclus avec comme standard of care la chimiothérapie en association avec l'hormonothérapie. Pourquoi? Parce que les études Chartide et Stamped avaient été publiées entre-temps et avaient montré l'efficacité de l'intensification par docétaxel. Eh bien, si on compare à ce standard of care l'association de la biratérone, c'est-à-dire que si l'on associe à l'hormonothérapie de première génération, à la chimiothérapie de la biratérone, eh bien, en effet, on va augmenter la survie sans progression radiologique de nos patients. Et on va également augmenter la survie globale pour les patients qui ont un cancer de prostate métastatique de haut risque au volume. C'est globalement ce que nous dit aujourd'hui, en 2021-2022, les résultats de l'essai PIS1, c'est que si vous décidez de mettre en place une chimiothérapie associée à une hormonothérapie de première génération pour des cancers de prostate métastatiques de haut volume, si vous ajoutez à la chimiothérapie de l'acétate d'abiraterone, eh bien, vous allez encore augmenter la survie globale de ces patients qui sont à haut volume. Donc ça, c'est intéressant. Et ça veut dire qu'en effet, il y a maintenant une place à un triplet, hormonothérapie de première génération, chimiothérapie et acétate d'abiraterone. Simplement, et ça c'est ici, moi, une façon de réfléchir à la prise en charge de ces patients-là, aujourd'hui, ce n'est pas tous les patients qui relèvent d'une prise en charge par triplet. Ce qui, à mon sens, est évident, c'est que PIS1 facilite un petit peu la lecture de la place de l'hormonothérapie de nouvelle génération. Aujourd'hui, il faut plus poser de questions. De mon point de vue, un patient avec un cancer de la prostate métastatique hormonosensible doit être intensifié avec une hormonothérapie de nouvelle génération, puisque tous les essais ont prouvé une efficacité à l'association d'une hormonothérapie de nouvelle génération, quel que soit, on va dire, le standard of care, que ce soit hormonothérapie ou hormonothérapie avec chimiothérapie. Donc, pour tous les patients avec un cancer de prostate métastatique hormonosensible, on intensifie par hormonothérapie de nouvelle génération. PIS1 nous apprend quoi? PIS1 nous apprend que, en effet,
ça a son intérêt de mettre de l'abiraterone en cas de maladie de haut risque ou au volume pour qui on avait mis en place une chimiothérapie également. Donc, c'est pour cette, à mon avis, niche de patients qui sont les patients au risque, au volume pour le moment qu'on voulait traiter par chimiothérapie, à qui on va mettre de l'abiraterone. Tous les autres vont être traités de façon par hormonothérapie de nouvelle génération. En cas de maladie de faible volume, on l'a discuté tout à l'heure, il faudra discuter et probablement réaliser une radiothérapie prostatique, comme ça a été décrit, au vu des résultats de l'essai Stampede radiothérapie qui avait fait suite à l'essai ORAD, comme ça a été présenté tout à l'heure. Donc aujourd'hui, en effet, on est vers la toute intensification, mais pas la toute intensification par chimiothérapie, la toute intensification par hormonothérapie de nouvelle génération, même pour les patients qui auraient pu être intensifiés par chimiothérapie, c'est-à-dire plutôt les hauts volumes de mon point de vue. Et puis, il faut regarder également sous le spectre du terrain, parce que aujourd'hui, en effet, si on veut tout intensifier, est-ce que tous nos patients peuvent être intensifiés? Et il faut choisir probablement la meilleure intensification en fonction du terrain de notre patient. Et donc, je vous l'ai dit, on va probablement intensifier tout le monde en termes d'hormonothérapie de nouvelle génération. Mais faire le choix entre l'acétate d'abiraterone, l'enzalutamide, la palutamide, on a les études pour essayer de classer un petit peu quel patient, quel cancer doit être traité par quelle molécule, mais il va falloir également regarder les comorbidités de nos patients. Et là, vous avez une proposition qui est la mienne, qui est celle que je fais en consultation, où en effet, quand on a un terrain à risque d'insuffisance cardiaque, je ne vais pas forcément m'orienter vers l'acétate d'abiraterone et plutôt m'orienter vers la palutamide ou l'enzalutamide. Et à l'inverse, si par contre on a des antécédents et des facteurs de risque de convulsion ou de potentielles interactions médicamenteuses, eh bien là, je n'utiliserai pas l'enzalutamide ou la palutamide, mais j'utiliserai plutôt volontiers l'abiraterone. Ça fait partie, bien sûr, des choix de la consultation. Et puis, demain, est-ce que pour tous les hauts volumes, puisque PIS1 a montré son efficacité dans les hauts volumes associés avec l'abiraterone, est-ce que je mettrai de la chimiothérapie pour tous ces hauts volumes au risque, entre guillemets? Ça, il va falloir le discuter aussi avec le patient, parce que la chimiothérapie, elle n'est pas dénuée d'effets secondaires. Et vous voyez qu'en effet, en termes de fatigue, en termes de neutropénie, même si le fait d'associer de l'abiraterone à la chimiothérapie ne semble pas augmenter de façon majeure la toxicité, il y a quand même la toxicité de la chimiothérapie qui reste, et ça, il faudra le discuter avec le patient. Et de la même manière, il faudra discuter avec le patient l'impact de la chimiothérapie pour ces hauts risques au volume, qui certes vont bénéficier probablement de la chimiothérapie en termes de survie, mais qui vont probablement, pendant plusieurs semaines, et là vous le voyez, c'est jusqu'à quasiment 48 semaines, donc près d'un an, vont avoir une dégradation de leur qualité de vie par le fait que vous ayez choisi de mettre en place une chimiothérapie. Donc ça, il faudra quand même le discuter en leur disant que oui, il y a une dégradation de la qualité de vie qu'il faut mettre en perspective par rapport à la qualité du gain en termes de survie globale qu'on pourrait avoir avec cette chimiothérapie. Mais aujourd'hui, en effet, vous le voyez, une place à l'hormonothérapie de nouvelle génération pour tous les patients avec un cancer de prostate métastatique hormonosensible. Et pour certains, ce sera même un triplet, probablement les hauts risques, au volume, docétaxel plus hormonothérapie de nouvelle génération. Alors, on passe à la résistance à la castration, la fin de notre histoire avec le cancer de la prostate, avec là également de très nombreuses molécules qui ont montré leur efficacité, que ce soit des hormonothérapies de nouvelle génération, toutes celles qu'on a décrites, plus une nouvelle qui est le darolutamide, qui a montré son efficacité dans le non métastatique résistant à la castration, mais également, bien sûr, les chimiothérapies docétaxel et cabazitaxel. Mais toutes ces études ont montré l'efficacité de ces molécules sans aucune intensification au stade métastatique hormonosensible. Et la vraie difficulté aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les bonnes molécules à mettre en place au vu des intensifications que l'on fait actuellement en 2021-2022 au stade métastatique hormonosensible, puisque les études, on ne les a pas. Et aujourd'hui, c'est de l'avis d'experts, ce qu'on va faire au stade de résistance à la castration. C'est ce que l'on a promulgué dans les recommandations de l'Association française d'urologie,
c'est de dire, en effet, on va essayer de faire un effet sandwich, c'est-à-dire que si on a fait de la chimiothérapie au stade métastatique hormonosensible, en première ligne de résistance à la castration, on va faire une hormonothérapie de nouvelle génération. Si à l'inverse, on a fait une hormonothérapie de nouvelle génération au stade métastatique hormonosensible, on va essayer de passer à ce moment-là de la chimiothérapie. Mais les choses changent, puisque vous voyez, bientôt va arriver le triplet pour les hauts volumes. Et donc, qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? Donc, de grandes questions qui demeurent. Et puis, on essaye aussi de se dire, puisqu'on a tellement de molécules efficaces, est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt à les associer? Et on commence à avoir des résultats au stade de résistance à la castration pour nous dire, est-ce qu'il y a un intérêt à associer ces hormonothérapies de nouvelle génération entre elles? On avait eu à l'ASCO 2019 les résultats de l'étude Alliance, qui avait étudié dans une étude de phase 3 randomisée l'intérêt d'associer de l'acétate d'abiraterone à l'enzalutamide comparé à de l'enzalutamide seul, et ce qui avait un intérêt en termes de survie globale. Cette étude était négative. On n'avait pas de bénéfice à finalement surintensifier en associant enzalutamide et acétate d'abiraterone. Eh bien, cette année, on a eu également les résultats de l'étude A6, qui, elle, a interrogé l'intérêt d'associer l'apalutamide à l'acétate d'abiraterone comparé à de l'acétate d'abiraterone seul. Eh bien là, les résultats également sont négatifs en termes de survie globale. Ils sont positifs en termes de survie sans progression radiologique, puisque vous voyez que l'on augmentait avec l'association APA-ABI la survie sans récidive radiologique de 16,6 mois à 24 mois. Mais vous voyez qu'en termes de survie globale, il n'y avait pas de différence. Donc, l'association aujourd'hui d'hormonothérapie de nouvelle génération entre elles au stade de résistance à la castration, probablement non, pas d'intérêt. Par contre, si on doit préférer quelque chose à l'association, c'est la précision, puisque enfin, on arrive vers la médecine de précision dans le cancer de la prostate, résistant à la castration, avec cette étude profonde que vous avez tous vue, j'imagine, qui avait identifié l'intérêt chez les patients mutés pour des gènes de réparation de l'ADN, et en l'occurrence les mutations BRCA. En effet, dans cette étude randomisée, et on va se focaliser sur la cohorte A, pour les patients qui avaient été préalablement traités par hormonothérapie de nouvelle génération, pour ceux qui étaient mutés BRCA, on avait dans la cohorte A randomisé entre le traitement standard, le choix du physicien, versus un inhibiteur de PARP, utilisé notamment dans les cancers de l'ovaire, bien évidemment. Eh bien, pour la première fois, on a montré un intérêt chez les patients mutés BRCA à l'utilisation d'un inhibiteur de PARP. Et c'est là où je veux en venir, bien évidemment, si on va mieux cibler les patients au stade de résistance à la castration, plutôt que de surintensifier de façon aveugle, l'association ne montre pas son effet. Par contre, aujourd'hui, bien identifier, préciser les patients qui ont certaines mutations, eh bien, ça va nous permettre d'améliorer la survie globale. Et aujourd'hui, on améliore la survie globale de ces patients en leur prescrivant des inhibiteurs de PARP, de l'olaparib, et notamment sur ces patients qui sont mutés BRCA. Aujourd'hui, on a l'AMM, on n'a pas le remboursement en France, mais on s'apprête à l'avoir, on l'espère, et on va pouvoir, dès demain, au stade de résistance à la castration métastatique, prescrire l'olaparib dans cette situation en association avec l'hormonothérapie standard. Donc, c'est la première association avec une hormonothérapie standard d'un inhibiteur de PARP dans le domaine du cancer de la prostate. Alors, quels vont être les patients que l'on va traiter par olaparib demain, ces patients métastatiques résistants à la castration? Eh bien, ce sont ceux qui ont actuellement une résistance à la castration métastatique, qui ont été traités par hormonothérapie seule au stade métastatique hormonosensible et qui ont eu, à stade de résistance à la castration, une hormonothérapie de nouvelle génération, par abiraterone ou enzalutamide, ou éventuellement du docétaxel et une hormonothérapie de nouvelle génération. Premier groupe de patients que l'on va traiter par olaparib. Et puis le deuxième groupe de patients, ce sont des patients qui rentrent dans la maladie résistante à la castration métastatique, mais qui ont été traités au moment où ils étaient métastatiques hormonosensibles, en première ligne par une hormonothérapie de nouvelle génération, puisqu'aujourd'hui,
c'est devenu un standard. Donc finalement, ça va concerner beaucoup de nos patients à l'avenir, beaucoup de nos patients qui sont mutés. Et donc ça va être tout l'objet de notre travail dans les mois, années à venir, c'est bien identifier les patients qui sont mutés BRCA, qui sont mutés au sein de la tumeur. Et donc, on imagine que c'est jusqu'à 25% de patients qui ont des mutations somatiques ou germinales, des gènes de réparation de l'ADN. Et c'est environ la moitié de ces 25% qui ont des mutations des gènes BRCA qui vont nous intéresser dans l'AMM pour l'olaparib. Alors, il va falloir les rechercher à l'avenir sur quoi? Sur les pièces de prostatectomie ou les pièces de RTUP des patients qui ont été traités préalablement, soit par prostatectomie, soit qui ont eu un forage prostatique à un stade avant. Ça peut être aussi ceux qui ont un forage actuellement au stade de résistance à la castration. Ça peut être également ceux qui ont eu des biopsies prostatiques initiales sur ces biopsies. Il va peut-être falloir rebiopsier ces patients. Et puis, il va falloir également peut-être faire des biopsies métastatiques pour ces patients. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que l'hormonothérapie, ça reste, on va dire, le backbone, la colonne vertébrale des patients avec un cancer de prostate, localisé en association avec la radiothérapie, métastatique hormonosensible, mais également résistant à la castration. Et pour que l'histoire soit belle, il faut qu'on continue, nous aussi, on l'a vu, par les associations que l'on met en place, à s'organiser pour pouvoir les proposer. Nous, urologues, ça veut dire bien identifier les patients pour les adresser à nos collègues oncologues en vue de la chimiothérapie. C'est bien identifier les patients qui relèvent d'une radiothérapie, même à un stade métastatique, pour les adresser à nos collègues radiothérapeutes. Et puis, c'est aussi identifier ceux qui relèvent d'une médecine de précision pour aller faire une demande auprès de nos anapathes, auprès des biologistes moléculaires, pour rechercher cette mutation BRCA qui justifiera, en cas de résistance à la castration, de nouvelles prescriptions. Et puis, de façon standard, c'est aussi s'entourer pour bien prendre en charge les patients avec un cancer de la prostate sous hormonothérapie, puisqu'on l'oublie encore trop souvent, ces patients-là vont faire des effets secondaires potentiels de l'hormonothérapie, et d'autant plus s'ils sont intensifiés, puisqu'il va y avoir un cumul des toxicités de toutes les molécules que l'on va pouvoir mettre en place. Il est hyper important aujourd'hui de s'entourer, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, dans notre service, on s'est mis un réseau de rhumatologues, de cardiologues, de médecins généralistes, mais également d'enseignants d'activité physique adaptée, d'infirmières de coordination, demain d'infirmières de pratique avancée, pour suivre ces patients sous hormonothérapie de première génération. Ces infirmières de pratique avancée servent également à mieux informer, parce qu'on oublie trop souvent de bien informer nos patients sur les molécules que l'on va utiliser. Et puis, elles servent également à mettre en place des suivis modernes, et c'est pour ça qu'on met en place des suivis modernes de télémédecine. Et j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de milliers d'applications santé qui sont disponibles, certaines gratuites, et on sait qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup molécules pendant ces 30 dernières minutes, eh bien suivre les effets secondaires de ces molécules a également un bénéfice oncologique. C'est ce qu'a présenté Fabrice Denis, un oncologue radiothérapeute français, avec cette publication dans le JAMA en 2019. Et c'est également ce qu'avait montré Bach dans le JAMA 2 ans plus tôt, c'est que quand on suit nos patients en télémédecine, on augmente aussi leur survie globale. Donc oui à la mise en place d'une hormonothérapie et surtout oui à la prise en charge de ces patients avec un suivi, quelle que soit finalement la personne qui a mis en place la prescription, que ce soit l'urologue, l'oncologue ou encore le radiothérapeute. Voilà, je vous remercie pour ces quelques minutes d'attention. Je reste à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions.